what we want to do. J'aime beaucoup les femmes, finalement j'en doute pas. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Une double ration de fric, c'est la République. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième chronique de l'entrepôt en collaboration avec la REN, la première radio universitaire de niçoise. Avec moi pour animer ce débat, Loïc Bonin. Bonsoir Loïc. Bonsoir Alexandre Merlot, donc effectivement une chronique que je vais bien animer avec vous. Donc une chronique un peu spéciale pour cette fois où on a trois représentants étudiants en vue des élections de février pour les instances des universités. Donc avec nous ce soir Paul Morancé, président de l'UNEF sur Nice, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Quelle étude est-ce que vous faites, monsieur Paul Morancé? Eh bien, je suis en deuxième année d'histoire à la fac de lettres. Deuxième invité de ce soir, Louis Voisin. Bonsoir. Qui représente la FACE 06. C'est ça? C'est exactement ça. Et vous êtes un étudiant. En droit, en master 1 de droit privé et sciences criminelles. Et enfin, Andrea Rossi, qui représente le syndicat. Bonsoir. Est-ce que c'est un syndicat étudiant du coup? Alors, non, effectivement, il y a un petit débat autour de ça, c'est-à-dire que nous, on ne considère pas que nous sommes un syndicat. On est une association comme l'UNEF, comme la FACE, une association. Le syndicat, c'est pour défendre les travailleurs et nous ne considérons pas que les étudiants sont des travailleurs. Donc, c'est un choix politique. On décide de dire que nous ne sommes pas un syndicat, tout simplement. D'accord, donc vous êtes de l'UNI, c'est ça, donc syndicat étudiant de Tout à fait. droite. Tout à fait. Ok. Et donc, quelle thématique nous allons aborder ce soir, Alexandre? Alors, ce débat se divisera en trois parties. Dans un premier temps, on va vous laisser présenter vos différents associations. Ensuite, nous aborderons le thème de la sélection à l'université, pour enfin finir sur l'écriture inclusive, un terme sur l'écriture inclusive. Une première question, elle est pour vous, Andrea Rossi, ce soir. Est-ce que vous pouvez décrire donc, en quelques mots votre association, puisqu'on ne parle pas de syndicat? Quelles sont les grandes valeurs, les grandes lignes directrices de votre syndicat? Eh bien voilà, d'abord c'est une association qui se revendique de droite, effectivement, mais on peut se demander ce que c'est que la droite à l'université. Eh ben, c'est qu'on se retrouve autour de certaines valeurs comme le mérite, l'excellence, la revalorisation des cursus, l'accès à l'emploi tout simplement, parce qu'on fait un constat assez facilement, c'est que 2 ans après l'obtention d'un master, 43% des étudiants n'ont toujours pas trouvé de travail. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les diplômes ne sont plus du tout professionnalisants et qu'il faut impérativement essayer de trouver des solutions. Donc c'est pour ça qu'on organise assez régulièrement des conférences des métiers et que dans les instances, on est pro sélection, mais on y reviendra tout à l'heure pour faire un petit point là-dessus. On vous dit que dans les instances, vous êtes pour la sélection, etc. Dans les instances, est-ce que vous y êtes? Oui, tout à fait. Ouais. Je suis élu à la CFVU, Commission pour la formation et la vie universitaire, donc à l'université Nice Sophie Antipolis. Et au niveau national, combien est-ce que vous avez d'élus? Alors, un élu. Ah, moi j'ai pas les mêmes chiffres, j'ai 0 au Crous. Ah, au Crous c'est 0. 0. Au Knesser, c'est 1. Ouais, 1. Et donc, une autre question que je veux aborder, on vous reproche souvent des positions radicales, notamment donc l'UNI a fait une pétition pour soutenir Éric Zemmour quand il a sorti un livre. On a également une pétition contre une organisation de Sciences Po sur la discrimination positive. On a également eu, qu'est-ce qu'on a eu aussi? La création d'un laboratoire sur la théorie du genre. Est-ce que vous assumez cette position radicale? Ah bah complètement, c'est même ce qui fait un petit peu notre marque de fabrique. C'est-à-dire que nous considérons... Alors, évidemment, là vous me parlez de pétition, mais... Pardon. Là vous me parlez de pétition, mais après moi je n'en connais pas vraiment le contenu. C'est des choses qui datent peut-être un petit peu, notamment celle d'Éric Zemmour. Mais 2 ans et demi. 2 ans et demi, voilà. Donc moi j'intégrais à peine le mouvement à l'époque. Mais c'est facile de s'étonner de quelque chose. On est quand même les héritiers de quelque chose. On peut très bien en discuter. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour la théorie des genres, par exemple, effectivement, c'est quelque chose contre laquelle on émet une vive opposition, forcément, et on ne s'en cache pas. On ne s'en cache pas. Donc vous ne cachez pas, par exemple, de soutenir quelqu'un comme Éric Zemmour? On considère qu'Éric Zemmour utilise sa liberté d'expression, comme certains autres utilisent leur liberté d'expression, et que ça peut ne pas nous plaire forcément. Et puis, dans ce que dit Éric Zemmour, tout n'est pas forcément plaisant, mais certaines le sont, évidemment, enfin, nous le considérons, mais il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de s'exprimer, comme si on laisse quelqu'un comme Tariq Ramadan s'exprimer, je pense qu'on peut laisser Éric Zemmour s'exprimer, tout simplement.
Très bien. Est-ce que vous voulez souhaiter réagir aux propos tenus par Andrea sur ses positions, ou est-ce qu'on passe à quelqu'un d'autre? Je pense que de toute manière, les premiers propos abordés qui concernent vraiment l'université, on y reviendra sur le premier thème. Pour ce qui est d'Éric Zemmour, non, clairement pas. Non, vous n'êtes pas favorable à On soutenir un personnage politique comme il l'est. on n'a pas de position particulière parce qu'on ne va pas prendre des positions vis-à-vis de tous les personnages politiques qui soient. C'est à titre plus personnel que je parle. Éric Zemmour, c'est pas trop ma soupe, mais c'est pas trop l'objet du débat, je pense. Personnellement, bon, je suis dans une position totalement différente que l'UNI. Et l'UNEF est totalement opposé, on va dire, à Éric Zemmour sur ses principes, sur ses discours. Et personnellement, ouais, c'est pas quelqu'un que je vais forcément écouter à la radio et aimer écouter surtout. Et d'ailleurs, je ne m'en intéresse pas du tout de ses discours ou quand on le voit à la télé. C'est l'opinion d'Andrea et c'est l'opinion de l'UNI. Je peux rien y faire non plus. Il est le sien. Et vous, donc, du coup, Paul, en quelques mots, comment est-ce que vous définirez les valeurs de votre syndicat étudiant? Parce que du coup, là, on parle d'un syndicat. Oui, c'est exactement ça, un syndicat. Puisque nous considérons que l'étudiant est un travailleur en formation. On est bien un syndicat de gauche à partisans, vraiment de gauche, qui on se base totalement sur la défense des étudiants. Que ce soit sur des grandes réformes nationales que sur des réformes plus locales. Et après, à Nice, c'est vraiment sur tout ce qui est des problèmes des étudiants individuels et des mobilisations contre la loi travail, etc. Et puis surtout, et ça on en reparlera plus tard, on est totalement contre la sélection puisqu'on considère que... Ce sera le deuxième thème. Voilà. Et du coup, vous avez dit défense des étudiants, donc des étudiantes aussi, j'imagine? Exactement, oui. Du coup, il y a un article du Monde qui est paru mardi matin qui faisait, je cite, des révélations sur un système de prédation sexuelle généralisée au sein de l'UNEF. Donc le Monde met au jour le fonctionnement sexiste et dominateur de plusieurs cadres masculins du syndicat étudiant, dont certains datent de 2013, donc il n'y a pas très très longtemps. Marion, donc, qui est toujours à l'UNEF et qui était chargé donc, de l'UNEF en province, dit le chef de l'UNEF, donc chef de l'UNEF, le président général de l'UNEF, avait un droit de cuissage sur nous. Donc des révélations qui font écho à celles de Libération sur le mouvement national socialiste, un mouvement dont vous êtes proche également. Donc comment est-ce que vous expliquez cette situation paradoxale où vous en fait vous défendez les femmes sur les tribunes et c'est vous qui en fait dans les backstage êtes les plus virulents avec celles-ci? Alors déjà vous, peut-être pas l'UNEF en ce moment puisque déjà je pense recontextualisons tout ça, ça se passait de 2006 à 2013. Pour l'instant la libération des paroles des femmes se porte sur des affaires de 2006 à 2013. Et oui, je ne nie pas tout ça, puisque même je dénonce. Le Bureau national, à ce moment-là, était centré sur un système patriarcal qui valorisait plus la virilité, la masculinité, tout ça, que vraiment pouvoir parler librement. Et surtout pouvoir dénoncer librement des personnes qui faisaient du harcèlement ou tout autre type de choses comme ça. Je le dénonce, oui, parce que je trouve ça... Il n'y a pas de... Je comprends pas comment, même nous en tant qu'UNEF, on ait pu avoir ce genre de bureau national à ce moment-là. Vous ne comprenez pas, mais il y a eu lieu. Il y a eu lieu, oui. Excusez-moi, mais... Comment vous voulez que je vous dise? C'est que, pour moi, le Bureau national, à ce moment-là, oui, était dans un système très partiel. Vous le saviez? Non, excusez-moi, moi, ça fait 1 an, l'année dernière, je venais d'intégrer l'UNEF. Non, je ne savais pas du tout ça. Je me suis renseigné depuis parce que moi-même, j'ai eu des problèmes avec des proches qui ont subi des violences et des agressions comme ça. Et je peux juste vous dire une seule chose de ce que j'en pense, c'est que je dénonce tout ça. Je préfère quand il y avait un argument qui était présenté, celui de la protection de l'organisation qui primait sur la liberté de la parole des femmes. Eh bien non, moi je pense que c'est la protection de l'individu qui prime sur la protection de l'organisation, quoi. Voilà. Et vous, à une échelle locale, vous luttez contre ça? Votre bureau est paritaire?
Est-ce que vous luttez pour la représentation des femmes? Alors oui, on essaie toujours d'avoir une parité, bien sûr, en fait, dans le militantisme niçois et puis dans l'UNEF aussi. Il y a beaucoup moins d'étudiantes qui adhèrent à l'UNEF. Je ne sais pas comment ça se passe à l'UNEF. C'est tout à fait pareil pour l'Uni. Hein. Voilà. On se rend compte que la fibre politique est plus présente chez les hommes. Voilà. Mais on a toujours la parité dans les cadres en ce moment. Ce n'était pas le cas l'année dernière et c'est tout simple, c'est que nous considérons que l'étudiante n'a aucune différence avec l'étudiant dans le type d'action qu'ils peuvent faire et on voit pas la différence qu'il peut y avoir entre une secrétaire générale ou un secrétaire général. C'est tout simple, c'est juste sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de militantes comparé aux militants. Et j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Est-ce que pour les élections étudiantes, vous allez vous allier avec Solidaire, un syndicat anticapitaliste et antifasciste ou pas? Eh bien, ce n'est pas dans les projets du moment en tout cas. Je tiens juste à préciser une chose. Du coup, Solidaire était donc invité ce soir pour la chronique. Effectivement, une invitation tardive qu'ils ont refusée. Effectivement, on a mis un peu de temps à les inviter et nous excusons pour ça. Nous sommes excusés. Je me suis excusé individuellement auprès d'eux, publiquement sur les réseaux sociaux, puis dans l'association. Je m'en excuse encore. Ils ont refusé ce point dans le débat, après alors que j'ai passé beaucoup de temps pour faire en sorte qu'ils soient invités. Et je les remercie pour ça, et je leur donne juste une petite citation pour qu'ils réfléchissent. Les antifascistes d'aujourd'hui seront les fascistes de demain, et j'espère qu'elle vous aidera à méditer. Donc pour vous Louis, donc la FACE, donc est-ce que vous pouvez également présenter votre syndicat ce soir en quelques mots, vos valeurs, vos grandes lignes directrices? Bien sûr. Alors, effectivement, nous, le terme de syndicat, on ne l'emploie pas. On est plutôt une organisation étudiante, c'est le terme qu'on préfère, puisqu'on n'a pas forcément le même objet social que mes deux confrères. On est une fédération territoriale, c'est-à-dire qu'en réalité, FACE 06, pour décrire rapidement l'acronyme, veut dire Fédération des associations et corporations étudiantes des Alpes-Maritimes. Ça veut dire tout simplement qu'on regroupe les différentes associations étudiantes sur un territoire. C'est un système fédéraliste et qui a aussi sa résonance au niveau national puisqu'on appartient à la FAGE, donc la Fédération des associations générales étudiantes, qui effectivement là a plus de poids au niveau national et peut s'attitrer un peu le titre de syndicat. Globalement, je vois que Paul tout à l'heure a utilisé le terme d'apartisan pour définir sa position de gauche mais sans appartenir à un parti ou à un autre. Typiquement, en général, c'est plutôt notre terme parce qu'on a du mal à se positionner. Les étudiants, parfois, ont du mal à comprendre quelle est notre place entre l'UNI, l'UNEF, etc. Nous, évidemment, nous sommes une association politique, mais apartisane. On n'est pas le centre. On n'appartient à aucune couleur politique classique, au sens où on est simplement là pour faire de la représentation étudiante. Alors, au sein des débats, notamment en ce moment avec le plan étudiant, tout ça, beaucoup de valeurs sont remises en question, notamment pour ce qui est de leur application. Je pense qu'il n'y a pas de position globale. On pioche un peu des deux côtés pour en fait essayer de mettre en place le meilleur dispositif possible pour l'étudiant. Simplement, rapidement, je termine pour présenter la FACE 06. La FACE 06, voilà, donc fédère les étudiants, anime leur vie étudiante dans le but d'améliorer le bien-être qu'ils peuvent avoir, puisque ça améliore, c'est prouvé, leurs conditions d'études, leurs conditions de vie, et on essaie également de les représenter au sein des conseils. Alors, vous êtes qualifié vous-même un petit peu entre l'Uni, du coup, comment vous qualifiez le début de quinquennat d'Emmanuel Macron? Le début de quinquennat d'Emmanuel Macron, nous sur la question qui nous regarde principalement, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, recherche, innovation, pas mécontent, c'est-à-dire on pouvait s'attendre à pire, je pense. On pouvait s'attendre peut-être à mieux. On peut pas faire les éternels insatisfaits. Je pense qu'on a une réforme, un plan étudiant qui est quand même qui va dans le bon sens, qui amène des victoires, mais n'est pas complet. Vous êtes favorable à l'augmentation à la diminution des 5 € par mois d'APL? Oh non, bon, ça c'est une question, vous vous doutez bien que je vais pas dire oui. J'attends de voir à quelle sauce je vais être mangé parce que je vois que vous avez fait des frappes chirurgicales depuis tout à l'heure. Non, mais du coup j'ai un peu enquêté effectivement sur les différentes entités parce que du coup c'est une association, une confédération, Une fédération, ouais. Et un syndicat. Du coup j'ai parlé un petit peu autour de moi et on vous reproche souvent une affinité particulière avec En Marche, etc. et le parti présenté par Emmanuel Macron, notamment Madame Vidal.
qui est président de l'université à Nice et qui est maintenant ministre de l'enseignement supérieur. On vous reproche une certaine acuité ensemble. Est-ce que vous confirmez? Oui, bah alors, non, bah pardon, j'ai mal commencé ma phrase. Non, je ne le confirme pas. Oui, effectivement, ce genre de rumeur court, mais vous savez, c'est toute l'ironie de la chose, en fait. C'est simplement, et c'est là que je vous disais tout à l'heure que nous sommes une association qui est effectivement très politique, c'est simplement qu'on est un acteur, on est le principal acteur de la vie étudiante sur le secteur du 06 et notamment de la ville de Nice. Et en réalité, sur les dernières élections, un des arguments qu'on entend souvent, c'est vous faites copain-copain avec Estrosi, avec la droite, etc. C'est simplement souvent par manque de fonds. Hein, et donc là, la réalité de la chose et de ces rumeurs sur En Marche et Emmanuel Macron, Frédérique Vidal, c'est simplement que Frédérique Vidal, pardon madame, était issue de Nice, hein, elle était présidente de l'université de Nice, et forcément en montant au gouvernement Macron, elle a été affiliée à l'image En Marche, et forcément du fait de notre promiscuité, elle est effectivement proche de la fédération de par notre travail. On nous reproche une affiliation, mais globalement, même Madame Vidal, je ne vais pas parler à sa place, hein, mais n'avait pas spécialement de couleur politique non plus avant d'entrer au gouvernement. Elle l'a fait par pure volonté d'améliorer l'enseignement supérieur. Elle est rentrée. Ouais, j'aimerais quand même dire une ou deux choses pour rebondir sur ce que tu dis. La première chose, c'est que Frédéric Vidal a choisi comme conseiller Craig Monetti, ancien président de la FACE 06. Oui, bon, je vois où tu veux en venir. Laisse-moi finir. Je t'en prie. Ce qui fait quand même que l'affinité est claire et manifeste. Et je voudrais illustrer ce que je dis par le fait que à la rentrée, quand il y a eu ces négociations sur le plan étudiant, sur tous ces changements sur la sélection à l'université, tous ces débats qui ont été animés, je voudrais quand même rappeler et apprendre à ceux qui ne le savent pas que l'UNI a été exclue de certaines négociations et que seuls l'UNEF et la FAGE se sont retrouvés dans le bureau du Premier ministre, où ils ont été invités tout simplement. Voilà. Et on trouve que c'est un petit peu grave, mais on comprend qu'il n'ait pas eu envie d'avoir une opposition nette, étant donné que nous avions une position très ferme sur la sélection et nous étions les seuls à être pour cette sélection. Et finalement, on a vu qu'on était les seuls à pas être invités. Alors, je me permets de répondre à cela avant qu'on passe à la suite. Bien sûr, c'est un peu facile de dire ça, Andrea, parce que je peux vous dire, parce qu'effectivement, nous, maintenant, on nous dit souvent, vous êtes un peu cul et chemise avec le gouvernement, parce que l'ancien président de la FACE 06 y travaille. Alors, en fait, vous savez, Craig Monetti, il n'a pas d'affinité particulière non plus avec l'UNEF. C'est simplement, je pense, une question de représentativité. À partir du moment où l'UNEF est quand même été pendant longtemps la première organisation étudiante, celle qui était la mieux représentée. La FAGE est devenue première depuis les récentes élections. Je pense que, voilà, après, je ne sais pas quelles sont les coulisses de la chose. Vous doutez bien que j'étais pas là sur ces concertations, nous sommes etc. élus, nous avons notre place dans les négociations, tout simplement. Oui, mais bon, vous me reprochez un truc, là, je comprends pas. Non, mais écoutez, mais la FACE 06 pareil, n'a c'est pas quelque chose d'incidence que sur les personnes qui siègent dans les concertations du non, gouvernement. je ne remets pas en cause le fait que Craig Monetti soit à cet endroit. Je dis juste que il y a forcément une affinité. Il faut pas le démentir puisque c'est obligatoire. Et au-delà de ça, moi, là où je voudrais que le débat s'axe, c'est pas forcément sur cette histoire de Craig Monetti, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est de dire que nous sommes élus au Knesset et nous avons été exclus du débat à des moments cruciaux des négociations, tout simplement. Vous pensez que c'est lié au fait que la FACE entretient une relation particulière avec Non, En Marche? je pense que c'est surtout lié au fait que nous avons une position qui diverge fortement de la position qui a finalement été adoptée par le gouvernement. Une position qui dérange? Une position qui doit sûrement les déranger, bien sûr. Après, bon, Paul, je sais pas si tu souhaites. Hein, je t'en prie, je viens de parler. Est-ce que tu souhaites réagir sur ces différentes propositions qui ont été faites d'affiliation ou non de la FACE, de la FAGE du coup au mouvement d'En Marche? Ouais, après, comment dire, moi. Comment tu le ressens, toi? Moi, je le ressens comme, oui, il y a une affinité, on va dire, qui peut être critiquée quand même. On peut toujours critiquer cette affinité, mais je pense surtout à la polémique qui est sortie dans l'été, des mails échangés entre Jimmy Losfeld, le président de la FACE 06 et Thierry Fage. Ah oui, Fage, pardon, excuse-moi. Et Thierry Coulon, qui est un conseiller dans l'enseignement supérieur et de la recherche, qui révélait vouloir faire un accord avec le parti En Marche et pouvoir faire une sorte de contrepoids si l'UNEF faisait une polémique d'opposition, on va dire, contre le gouvernement. Après, c'est à voir ce que la FAGE fera quand il y aura des décisions à prendre
en ce qui concerne les étudiants. On peut pas vraiment savoir maintenant et critiquer maintenant si finalement ils vont voter contre ou pour. On ne sait pas. Après, personnellement, j'ai pas été au fait de la polémique, alors quid de son rayonnement, mais écoutez, c'est facile de dire des choses et son contraire, hein. La FAGE, elle a également des liens avec certains syndicats de travailleurs, elle a également participé à la création d'une intersyndicale, tout ça, donc le fait de retrouver des valeurs de gauche, de droite, des affinités, tout ça, écoutez, on peut pas répondre à tout et on peut pas désigner une politique simplement par élimination. Si vous voulez, je vois pas trop quoi répondre honnêtement. Si Loïc, vous souhaitez reprendre le débat. Bien évidemment. Du coup, on y voit un peu plus clair sur vos positions. Quand même, on y voit un tout petit peu plus clair sur vos positionnements politiques au niveau national et au niveau local aussi. On voit bien vos affinités ou non, celles qui sont prouvées ou non prouvées ou supposées. Donc on va passer donc au second thème sur la sélection d'université. Donc Alexandre, je te laisse présenter la réforme engagée par le gouvernement Macron, engagée tout récemment. Alors voilà, c'est une des réformes les plus importantes du début du quinquennat de Macron. Je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler. C'est une réforme qui concerne essentiellement les filières surchargées, c'est-à-dire que les universités désormais auront la possibilité de conditionner l'acceptation de certains étudiants si elles estiment que ces derniers n'ont pas le niveau nécessaire pour intégrer le cursus demandé. Par conséquent, quel est votre avis sur cette réforme? Je commence par vous, Paul. Donc on parle même d'une année zéro pour certains élèves venant d'une filière technologique ou professionnelle qui n'auraient pas les capacités pour intégrer une filière sous tension. Qu'est-ce que vous êtes pour ou contre alors? Et on commence par l'opposition puisque je suis totalement contre. L'UNEF est totalement contre. On commence par l'opposition. Donc vous pensez que vos deux autres adversaires du soir sont pour? Je pense pas qu'ils sont forcément pour, mais nous on est catégoriquement contre, on va dire. Le truc c'est que pour nous à l'UNEF, on pense vraiment que l'université est un établissement qui doit totalement être en libre accès à tous les étudiants et les étudiantes et de tout milieu social différent. Et on le voit bien maintenant concrètement, ceux qui réussissent le mieux, on va dire dans les grandes écoles, ce sont des personnes qui, en général, il ne faut pas totalement généraliser non plus, proviennent d'une classe sociale, on va dire moyenne, voire riche. C'est pour ça que nous considérons que l'université doit être totalement en libre accès, même pour les jeunes des milieux défavorisés, parce qu'on pense qu'ils pourraient avoir un moyen d'augmenter leur train de vie et à réussir à accéder à des études supérieures qui soient de qualité aussi. Et on pense que la sélection à l'université, ce n'est pas le problème au problème en fait de la surcharge de certaines filières, puisqu'on pense que justement il faut essayer de donner des moyens à l'université, beaucoup de moyens. Les 1 milliard qui sont prévus normalement cette année n'y feront rien, puisque finalement ça reste le 1 milliard qui a été supprimé par le gouvernement Valls. On pense vraiment qu'il faut essayer de donner des moyens à investir dans l'université qui, pour nous, se privatise de plus en plus depuis la loi de 2007 sur la loi d'autonomie. Et la sélection université n'est pas la solution alors? Pour nous, ce n'est pas la solution du tout. Louis Voisin, qu'est-ce que vous en pensez de sélection université? Alors, je pense qu'il faut donner un peu de hauteur au débat, un peu de perspective, puisque c'est pas une question simplement d'être pour ou contre la sélection. À un moment donné, il faut se remettre dans un contexte. C'est un problème conjoncturel. On a une augmentation démographique forte. Je crois que c'est... Si. On a une hausse démographique forte. Il y a une hausse démographique forte. Si, parce qu'en fait, en réalité, il y a eu le baby boom des années 2000 qui est en train de se répercuter actuellement sur l'université sur les années 2017 et 2018. Il y a une augmentation entre 2017 et 2018, si je ne me trompe pas, qui est prévue de 28 000 néo-bacheliers qui vont devoir intégrer les cursus universitaires ou d'autres filières. Donc, non seulement il y a ça, il y a également le fait... En fait, voilà, pour reprendre un peu du départ et pas continuer sur la première idée, je vais en exposer plusieurs. Encore une fois, c'est toute une conjoncture. Je pense qu'il faut sortir d'une simple logique idéologique de ce débat. C'est pas simplement être contre la sélection ou alors vouloir la sélection et revaloriser les diplômes, etc. En réalité, maintenant, on est dans
dans un contexte où, disons que la population universitaire a toujours été croissante sur le dernier siècle, et maintenant on se retrouve avec une université qui est donc un des derniers lieux de savoir et d'évolution dans la vie des étudiants, enfin des jeunes et des jeunes femmes, des jeunes hommes qui entrent dans la vie adulte. Il est important pour nous que cela reste ainsi, puisque ces lieux de savoir permettent une émancipation aussi bien personnelle, culturelle. Je pourrais donner plein d'adjectifs à ce terme, mais comprenez bien qu'il y a aussi une réalité qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont à l'université, mais qui, malgré les hauts diplômes qu'ils obtiennent, n'ont pas de réalité d'insertion professionnelle derrière. Je pense qu'il ne faut pas juste se baser sur de l'idéologie, qu'il faut réussir à trouver un juste milieu, en fait, qui permette à tous les étudiants de s'émanciper et de trouver leur place dans la vie active. Ça correspond aussi, c'est pas juste un problème d'université, c'est nous à la FAGE, je dis la FAGE, vous comprendrez plus tard sur un autre sujet que toutes les positions de la FAGE ne sont pas celles de la FAGE 06, on a notre indépendance, mais là-dessus on est d'accord. Il y a un continuum -3 + 3, c'est-à-dire du début du lycée à la fin de la licence, qu'il faut totalement changer. Aujourd'hui, on est en train de travailler à fond sur la partie université. Maintenant, c'est la première étape. Il y a également une refonte du lycée qui est nécessaire et à long terme, une refonte du collège qui va être nécessaire. C'est-à-dire qu'un lycéen ne peut plus juste s'orienter de par les représentations de ses parents sur ce que peut être le lycée et l'université. Il peut pas juste... Les élèves sont beaucoup orientés par les préconçus de leurs parents et donc ils vont avoir des bonnes notes. On va leur dire, bon écoute, mets toutes tes chances de ton côté, va en ES. T'es moyen, mais écoute, t'es assez ouvert d'esprit, pourquoi pas ES. Et puis, mais là, c'est pas ma pensée, mais malheureusement, beaucoup trop de fois, c'est ce qu'on pense. Tu te retrouves pas dans les matières trop classiques, etc. Va dans la filière littéraire, tu pourras y développer ta créativité. Aujourd'hui, ces trois axes-là ne sont plus en réalité, ne sont plus en adéquation avec la réalité. Et tout simplement, il faut qu'il y ait une refonte, un meilleur accompagnement, une meilleure orientation, beaucoup de travail d'orientation à faire, afin qu'on ait une meilleure entrée dans le supérieur. Et le problème, je suis presque fini, je sais que ça fait un peu long, mais globalement, il y a aussi un problème de surengorgement des filières qui n'est pas juste dû à cette augmentation démographique, qui est aussi dû à cette mauvaise orientation. Aujourd'hui, on a trop d'étudiants qui font des bacs pro ou des bacs technologiques, qui vont dans les filières universitaires. On voit que c'est eux qui ont le plus gros taux d'échec et d'abandon dans la première année. Le but étant, de mieux orienter ces personnes, de mieux valoriser également les filières qui sont plus techniques et professionnelles, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui partent dans ces filières et qui font carrière, qui gagnent beaucoup mieux leur vie que des personnes qui sortent avec de hauts diplômes universitaires. Il faut trouver un juste milieu qui permette à chacun de s'émanciper au mieux. C'est un enjeu sociétal très important. Et du coup, comment est-ce qu'on sélectionne ce dossier ? Alors, la sélection, effectivement, pour le moment, telle qu'elle est prévue, c'est avec la fiche à venir. La fiche à venir, elle correspond à une approche par compétence du lycéen, de l'élève, pour lui permettre, en fait, de mieux réaliser ce qui va l'attendre dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans du supérieur classique universitaire ou dans d'autres filières. J'aimerais juste préciser quelque chose, avant que... Je ne sais pas si c'est l'intention d'un de mes deux confrères de le dire, mais ces fiches à venir, leur contenu n'est pas encore défini, c'est toujours en phase de concertation, donc on ne peut pas se positionner en avant sur les choses qui seront demandées. Actuellement, il a été donné à la compétence des établissements de définir quel sera les attendus, exactement ce qui sera demandé dans ces fiches à venir. Alors, ça reste une forme de sélection, effectivement, ça fait une approche par compétence, mais peut-être que ça permet de faire au moins non seulement des engorgements, mais un meilleur taux de réussite à la licence qui aujourd'hui est catastrophique avec un taux de passage en deuxième année de 40% seulement, je crois, en moyenne. Tu t'es réagi à me donner la parole, Andrea, Paul ? Juste réagir sur le taux d'échec en première année qui est normalement de 60%, sachant que... Oui, c'est 40% la réussite du coup. Oui, exactement, c'est pour ça en fait. C'est parce que dans les 60% de ces personnes qu'on qualifie qui ont abandonné ou cette filière ou ces filières, on y inclut aussi ceux qui ont réussi par exemple un concours dans la fonction publique ou aussi ceux qui sont en réorientation. Je pense totalement que ce pourcentage est caduque sur ces faits-là. Il est peut-être biaisé, effectivement. Ouais. Voilà. Andrea, votre point de vue sur la session université ? Alors, rapidement, puisque moi, l'avis de l'UNI, je considère qu'il est très simple. Nous sommes pour la sélection.
nous sommes pour la sélection. Louis a parlé beaucoup des solutions de la sélection, mais n'a pas beaucoup parlé des mots, du mal qui ronge le diplôme français. Ça fait 40 ans que les diplômes ne font que perdre de la valeur. J'employais ce chiffre au départ de ce débat à dessein, c'est-à-dire qu'un étudiant sur deux ans après l'obtention d'un master, n'a pas eu accès à l'emploi. Rappelons-nous qu'il y a quelques décennies, un bachelier était une denrée rare, était une denrée de valeur. Je ne prône pas forcément une sélection par concours ou par examen ou par. Je pense que le bac est un bon élément de sélection. Et aujourd'hui, le bac a des taux de réussite extrêmement hauts. Extrêmement hauts. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de lycéens vont vous dire le bac, pour moi, c'est une formalité. Mais c'est le cas, c'est une formalité. C'est une formalité. Et aujourd'hui, il y a cette continuité entre le lycée et l'enseignement supérieur qui doit cesser. Je suis assez d'accord avec Louis. Je ne m'y attendais pas, mais revaloriser les filières professionnelles, c'est hyper important. C'est essentiel. Arrêter au collège d'orienter les étudiants qui ont des bonnes notes directement vers le lycée et finalement vers le bac. Et c'est pareil pour les filières S, c'est le même débat, c'est-à-dire qu'on a des bonnes notes, on a un tracé qui est entièrement défini. Alors que moi, j'avais un ami au collège qui avait, on se tirait un petit peu la bourre pour avoir la tête de classe, et il était passionné de cuisine. Et à la fin de son collège, il m'a dit, moi l'année prochaine, je vais pas au lycée avec toi, je vais aller faire un CAP cuisine. Et moi, endoctriné par les profs, endoctriné par les parents, je me suis dit, mais t'es fou, t'as des bonnes notes, pourquoi tu gâches ce potentiel? Mais j'avais rien compris. Je n'avais rien compris à l'époque. Dans les filières plus manuelles, plus dans l'artisanat, beaucoup de personnes gagnent mieux leur vie que dans les professions libérales ou dans les professions auxquelles on a accès quand on a des diplômes, comme les métiers d'enseignant ou ce genre de choses. Mais en fait, cette sélection, on a fait quand même le constat qu'elle a fait ses preuves. Je vais parler de l'IUT. Qui pour nous, l'IUT, c'est vraiment un endroit c'est pour nous un vrai laboratoire, puisque c'est quelque chose qui est arrivé après les facultés, où il y a une petite sélection à l'entrée, qui n'est pas une sélection drastique, puisqu'à l'IUT, certains lycéens qui avaient peut-être des problèmes de discipline, ou alors qui avaient des notes modestes, arrivent parfaitement à accéder à l'IUT. On les regarde sur leur motivation. Ça peut se traduire par un entretien, il y a la lettre de motivation, effectivement il y a un peu le dossier, mais comme je vous l'ai dit, c'est secondaire. Et on se rend compte qu'il y a un taux d'insertion professionnelle de 92%. De 92%. C'est le seul, je ne vais pas parler de la médecine, c'est un des diplômes d'université française qui marche le mieux. Et en face de moi, j'ai deux personnes qui sont contre la sélection. J'ai discuté avec des personnes de la FAGE qui me disaient que dans leur idéal, supprimer la sélection à l'IUT serait une perspective. Je trouve que ce serait une des pires erreurs que nous ayons fait, puisque on ne fait qu'ouvrir les portes de l'université depuis 40 ans, toujours plus, et le diplôme ne fait que perdre de la valeur. Et cette personne-là qui a fait de la cuisine avec vous, imaginons qu'à la fin de son bac, elle se dise, la cuisine finalement c'est peut-être pas trop pour moi, c'est compliqué, c'est dur, j'ai pas d'amis. Est-ce que j'ai le droit d'aller à l'université ou pas ? Le problème, c'est que le bac reste quand même une condition, mais il y a aussi des capacités. Et les capacités sont des transitions. Comment est-ce que vous évaluez des capacités sur dossier ? Non, je parle des capacités qui sont en fait des mises à niveau. En fait, c'est des micro-cursus qui permettent d'intégrer l'université en n'ayant pas forcément eu le bac. Voilà. Donc un an de mise à niveau, donc une licence en 4 ans par exemple. C'est justement pas comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'en fait, selon le niveau de la capacité, il me semble qu'on peut intégrer à partir de la 2e année. Alors en fait, tout ça va pas mal changer. Je mets entre parenthèses, j'aimerais bien revenir un peu sur les IUT, mais en réalité, maintenant, on va passer vers une modularisation du cursus, c'est-à-dire c'est ce qui est annoncé, c'est ce sur quoi on tend. Effectivement, les licences ne seront plus de manière figée en 3 ans. Donc, en fait, on aura une approche par compétences, de manière beaucoup plus concrète, encore une fois dans une mise en perspective qui est
pour le problème de la sélection, en fait, une professionnalisation des diplômes et de beaucoup plus de part donnée à l'alternance et de ce genre de choses qui permet une professionnalisation et donc une entrée sur le marché du travail plus rapide. La modularisation, avec cette approche par compétences, on fait plus des semestres comme avant, on s'inscrit à des unités d'enseignement et en fait un étudiant qui a envie de se déchirer et de faire une licence en 2 ans le pourra. Et cette année de mise à niveau, par exemple, pour l'exemple du pote de cuisine qui veut rentrer, qui se rend compte qu'il veut pas faire de cuisine et qui veut rentrer à l'université, il fait son année de mise à niveau et ensuite il peut partir en étant très très motivé sur une licence en 2 ans et repartir sur un cursus final en 3 ans. Mais actuellement, donc là où tu voulais en venir, Andrea, la capacité, soit on fait une année, il me semble, et avec de très très bonnes notes, on peut intégrer directement la première année de licence, je crois, ou directement. Pas besoin d'avoir des notes incroyables, la capacité. La capacité, parce que sinon il y a 2 ans. délivré. Non, sinon en fait, la capacité se fait en 2 ans, sinon. Et à partir de la 2e année de capacité, en fonction des notes, on intègre soit la première année, soit la 2e année. On a Maxime Maranski qui a une question pour vous, Louis Voisin, sur le Facebook, qui nous dit: je ne comprends pas ce que vous proposez. Est-ce qu'on sélectionne, est-ce qu'on sélectionne pas, est-ce qu'on sélectionne sur dossier, est-ce qu'on sélectionne pas sur dossier? D'accord, je vais revenir Factuel, pour être plus court. clair. D'accord, je fais court. Je pense qu'aujourd'hui la sélection, on est obligé de passer dans une forme de sélection tout simplement par souci de cohérence vis-à-vis de la conjoncture qu'on est en train de subir. Donc, comme je parlais de la modularisation des licences et des approches de master qui sont de plus en plus professionnelles, on va finalement tendre vers une forme de sélection au travers de la fiche à venir, mais qui n'est pas une sélection dure, qui n'est pas une sélection inaccessible, qui va en fait simplement permettre à l'étudiant, au travers de cette année de mise à niveau, qui va être généralisée dans la plupart des établissements normalement, va permettre à l'étudiant de se mettre en capacité de réussir sa licence plutôt que lui ouvrir directement les portes et sans le mettre en capacité de vraiment apprendre le contenu de sa formation et donc d'échouer. Et c'est le but notamment, ça on pourra y revenir si on a le temps, mais des pédagogies inversées, des pédagogies innovantes qui permettent une meilleure acquisition de compétences plutôt qu'une acquisition de savoir qui ne permet pas d'entrer sur le marché du travail. Donc pour une sélection sur dossier avec des modulations sur la pédagogie, si bien compris. Voilà, le but final, honnêtement, sans être du même avis qu'Andrea non plus, du concept de la sélection pour l'amélioration, on va dire, quasi absolue de la note. On peut parfois estimer que certains outils, on peut parfois estimer que certains outils sont bons de concert. On n'est pas forcément dans l'opposé. Voilà, c'est juste, je pense l'accession à la l'accession au monde professionnel est pour nous une priorité. Voilà, c'est clair. Paul Morancé, vous voulez réagir sur tout ça? Ah bah oui, clairement, en fait... L'adversaire du soir, du coup, là. Pas sur tous les sujets, justement. Là, cet aspect de l'approche professionnelle, on l'a en tête, mais c'est pas pour nous une valeur de droite non plus, en fait. Tout le monde a droit de travailler, tout simplement. Non, bien sûr, bien sûr. Bah en fait, ça m'a un peu surpris puisque j'ai été plutôt d'accord avec le début de l'intervention d'Andrea, puisque moi aussi, je considère que le baccalauréat est un outil qui ne peut pas être contourné actuellement et qu'on doit savoir rehausser ce baccalauréat, parce que pour moi en fait la sélection c'est vraiment on va l'enterrer, ce baccalauréat, il ne va plus rien servir à grand chose. Déjà normalement c'est un diplôme qui doit vérifier qu'on a bien acquis toutes les compétences du second degré. Finalement on arrive, on va avoir une sélection et on a un intermédiaire, on a un examen, puis après on doit avoir encore une sélection après, alors que normalement on doit avoir tout ce qu'il nous faut dans ce baccalauréat. Concrètement, je pense que c'est une solution d'envisager. Mais c'est une sélection, c'est-à-dire que nous sommes à l'échelle de l'enseignement supérieur. Donc nous, on propose des solutions au niveau de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on propose une sélection à l'entrée de l'université. Effectivement, nous considérons qu'il faudrait que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et de la recherche soient des ministères qui travaillent plus ensemble, voilà. Mais nous apportons les solutions que nous pouvons apporter, et c'est sur le plan de la sélection à l'université, malheureusement. Voilà. Et une dernière chose, juste. Bien sûr, avant je pose une question. C'était sur les bacs pro, enfin l'IUT, etc. Je trouve que oui, les bacs pro et les IUT, ce sont des filières et des diplômes qu'il faut conserver parce qu'il faut des bacs pro comme des bacs généraux. Et par contre, il faut savoir que l'IUT prend beaucoup plus de bacs généraux que de bacs pro, ce qui est normalement une suite logique de leur parcours. À savoir maintenant si dans leur filière en tension ils vont devoir sélectionner, alors que maintenant ils sont déjà en train de sélectionner plus des bacs généraux, est-ce qu'ils vont continuer juste à prendre des bacs généraux ou à prendre des bacs pro finalement?
Sur les IUT, quand je disais tout à l'heure que je voulais intervenir, c'était un peu cette idée-là, c'est que finalement aujourd'hui les IUT ils ont une bonne insertion pro parce qu'ils ont un parcours qui est très professionnalisant. Malheureusement, ils prennent les meilleurs dossiers, enfin ceux qu'ils estiment être les meilleurs, en prenant dans les bacs S, dans les bacs généraux, tandis que ça devrait être la suite logique des bacs plus spécialisés et technologiques. On a peu parlé des professeurs dans ce sujet, et pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ils semblent assez favorables à ces sélections, pensant que finalement, le fait de sélectionner les universités leur permet d'avoir des salles moins nombreuses, d'avoir moins d'étudiants, notamment en travaux dirigés, et donc d'appliquer des cours plus concrets, d'avoir plus de participation, de retisser ce lien entre élèves et professeurs. Qu'est-ce que vous en de pensez? suivi aussi. De suivi aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors concrètement, je sais pas sur quel prof vous avez parlé. Moi, je me réfère plutôt à des profs auxquels je suis confronté en fait chaque lundi dans un cours d'anglais qui est très avec une prof très concernée par la sélection, puisque nous considérons, en reprenant en fait le propos du SNESUP, le syndicat des enseignants-chercheurs, principalement, qui on pense que si on veut recréer un lien, faire des classes moins nombreuses, etc., tout simplement, la sélection, c'est de l'argent qu'on met dedans. Pourquoi ne pas la remettre en tant que des fonds pour améliorer les facs, pour les rendre plus saines déjà, pour étudier, et puis augmenter la capacité d'accueil. Et puis en plus, arrêter de faire le gel des emplois des enseignants-chercheurs ou des enseignants tout court. Donc la solution, c'est d'embaucher plus de professeurs. Oui. Voilà. C'est la solution pour vous. Pour moi, oui. Pour mettre des moyens. Et vous savez que lorsqu'on calcule le prorata d'élèves et de professeurs en France, on est en Europe le pays qui a le plus de professeurs par rapport au nombre d'élèves. Ouais, par contre, si on veut comparer l'Europe et la France, c'est toujours comment dire, des questions sur les systèmes différents, comme ça. Je vois pas pourquoi ce serait une honte de dire que on recrute beaucoup d'enseignants. Oui, mais ça marche pas actuellement. Actuellement, on voit bien que Louis et André ont soulevé de nombreux problèmes d'assistance professionnelle, de chômage. Les problèmes qu'il y a par exemple beaucoup moins en Allemagne, sachant que chez nous le taux de chômage est énorme chez les jeunes, je vous en parlais pour les diplômés mais aussi pour les non diplômés, alors qu'en Allemagne, l'Allemagne a la meilleure note de toute l'Union Européenne. Et ils ont moins de professeurs par élève. Qu'est-ce que vous en pensez quoi? Je parle vraiment chômage chez les jeunes. Vous en pensez quoi de ça alors? Finalement de cette paradoxalité quoi. Et oui, mais en fait, comment dire, c'est le fait de... On dit que maintenant que voilà, il y a le truc de chômage chez les jeunes, je le nie pas du tout. Pour moi, c'était vraiment une réalité. Mais je vois pas pourquoi, en fait, en sélectionnant, on va pouvoir faire accéder, avoir moins de chômage. Bien sûr, on va avoir plus de taux de réussite à l'université, puisque finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner des gens qui vont pouvoir garder le taux de réussite de l'université intact, à peu près. On va avoir, c'est ce qu'on y arrive, la méritocratie, qui est une de vos valeurs. Je vois pas pourquoi comment un jeune va avoir plus d'offres d'emploi maintenant avec une sélection quand en fait on va juste former des personnes qui sont issues d'un milieu social aisé. Alors que ceux d'un milieu social défavorisé vont être plutôt recalés. Moi, en fait, je pense vraiment dans un livre que j'ai lu récemment de Yuval Noah Harari, qui s'appelle Homo Deus. Oui. C'est en fait par une réflexion philosophique, et puis il déconstruit un peu tous les thèmes de la société. Il arrive à définir une société qui serait gérée par une poignée d'humains. Et dont en fait le destin de toutes les personnes depuis leur naissance est défini pour avoir tel emploi, etc., pour créer le plus de richesse possible. Moi en fait ça me fait écho, parce que avec une sélection finalement on va choisir telle personne qui est le plus à même d'avoir ce projet professionnel, et finalement les envies et les passions, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là, actuellement, si un étudiant n'a pas la filière qu'il veut, on va lui proposer une filière proche de celle qu'il veut.
Ah non, justement, c'est pas celle qu'il veut, quoi. C'est Juste, extrêmement. Andrea, on a une question pour vous. Je pense que qu'elle complète votre réponse. Ok. Romain Besson qui vous dit l'idéal de l'université ouverte à tous, on le détruit, point d'interrogation. Les écoles supérieures publiques avec sélection existent déjà, pas besoin de l'instaurer à l'université. Et ça rebondit un petit peu sur ce que disait Paul. Alors forcément, effectivement, on peut essayer d'intellectualiser le problème. De toute façon, il le faut, mais jusqu'à aller à la philosophie, il faut peut-être pas exagérer. Moi, je pense qu'il faut regarder ce qui marche. C'est très simple, ce que je vous explique. C'est que il faut regarder ce qui marche, l'insertion professionnelle dans l'IUT, et se dire que peut-être ce qui fait que ça ne marche pas à la fac aujourd'hui, c'est ce problème-là. C'est ce problème de manque de sélection. Mais comme je l'ai dit, moi, effectivement, je trouve que l'accès à l'enseignement supérieur ouvert à tous, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort. Cependant, n'importe qui ne peut pas accéder à l'université. Il y a un niveau qu'il faut avoir. Il y a un niveau. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, j'ai fait du droit, enfin, je suis en 3e année. Et en L1, les profs passent leur année à hurler sur le niveau en français des élèves. Le niveau en français, alors qu'ils ont eu le bac. C'est-à-dire que normalement, les acquis en français, on les a atteints déjà bien plus tôt que le lycée. Je pense qu'on ne peut pas accéder à l'université sans avoir un minimum de base, et que ces bases doivent être évaluées justement. Le rattrapage du bac, est-ce que vous savez à quel point c'est une mascarade? Le rattrapage au bac n'a rien à voir avec l'examen de base. C'est-à-dire que le lycéen arrive, montre à l'oral gentiment les oraux en maths. Ah, ça c'est astucieux quand même. C'est habile. Les lycéens doivent faire un oral sur les maths. Et au rattrapage, le bac est très rapidement donné. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de niveau attendu, tout simplement. Juste une petite réaction d'un auditeur sur vos paroles, et après je donne une question pour Louis exactement d'un auditeur qui dit la comparaison avec l'Allemagne est facile, le SMIC est au plus bas et le taux de précarité est également au plus bas. Donc comparaison facile. S'il avait pu s'appuyer sur des chiffres, ça aurait été sympa aussi. Voilà. Alexis Glossat, donc il y a une question pour vous, Louis Voisin. Donc la sélection universitaire n'est-elle pas un frein à l'ascenseur social? Un élève venant d'un lycée moins coté ne verrait-il pas ses chances d'être sélectionné réduites au maximum? Alors, c'est Alexis, c'est ça? Oui. Je pense qu'Alexis a une part de raison dans son propos, puisqu'effectivement, on voit qu'il y a encore trop que ces notions de réussite dépendent encore trop de la situation socio-économique, non seulement de ses élèves, mais de leurs parents, de leur famille. Je ne peux qu'aller en son sens. C'est un travail de fond qui doit être fait également, mais c'est bien ce que je voulais un peu remettre ça en parallèle avec. On ne peut pas effacer l'héritage culturel. Non, on peut pas effacer un héritage culturel, c'est vrai. Mais on peut changer des façons d'appréhender les choses. Dans tous les cas, voilà, il y a beaucoup de notions qui ont été abordées de façon incomplète, et j'aimerais encore une fois répéter que ces choses-là, il faut les mettre en perspective. On ne parle pas seulement de sélection de manière abrupte. Quand on parle de sélection, on parle aussi, je ne sais pas si on n'a pas détaillé, mais par exemple sur la question de la possibilité pour une faculté les options de réponse tout simplement d'une faculté envers un élève, ce sera oui, oui si et non. Et je pense que toute la subtilité de la chose se place dans le oui si. Il n'est pas question de fermer la porte aux élèves, même en fonction des capacités, de la situation socio-économique des élèves concernés. C'est simplement en fait une façon de les mettre en capacité de réussir. Parce qu'on peut avoir envie d'aller à la faculté. Très honnêtement, il y a beaucoup de lycéens qui aujourd'hui décident de ne pas aller à la fac parce qu'ils sont au courant que l'encadrement qu'ils ont au lycée leur apporte une stabilité dans leurs études et dans leur travail qui fait qu'ils ne se sentent pas à même de faire la transition vers l'université parce qu'ils ont déjà l'image préconçue qu'à l'université ils seraient lâchés dans le grand bain et qu'ils allaient devoir se débrouiller tout seuls. Aujourd'hui, on parle de volonté de s'engager vers des pédagogies inversées, c'est aussi la question des professeurs, etc. Le but étant de révolutionner et d'adapter nos méthodes d'enseignement. C'est aussi par rapport aux notions du numérique. En faisant de la pédagogie inversée, finalement, on arrête d'aller simplement écouter un mec nous parler en conférence, un maître de conférence nous parler, donc les profs, et on essaie d'avoir des échanges plus fournis.
Excusez-moi, il y avait tellement de notions que j'ai trouvées incomplètes. J'aimerais vraiment, Alexis, si j'ai mal répondu, s'il te plaît, formule-moi une nouvelle question parce qu'on peut étayer. Mais globalement, je sais pas, on parle de Homo Deus par exemple. Ça fait maintenant à peu près, depuis la Révolution française, en fait, que l'exercice de l'écriture d'utopie et de dystopie est devenu un élément politique. Avant, c'était juste de la fiction, c'était juste un exercice purement littéraire. Maintenant, c'est devenu un exercice politique au sens où on a pu échapper à l'exercice de censure parce que c'était tellement fictif et lointain, la notion d'utopie et de dystopie, qu'on pouvait se permettre de glisser des éléments sociétaux dans ces bouquins qui après, à plusieurs décennies, avaient des incidences sur la réalité sociétale. Maintenant, Homo Deus, apparemment, c'est plutôt une dystopie qu'une utopie, mais globalement, voilà, il faut savoir utiliser tous les éléments dans un contexte global. C'est pour ça que je voulais insister. Donc, je me suis un peu perdu dans le propos, mais là, on se perdait aussi, je trouve. Juste pour conclure sur ce thème sur la université, une question pour conclure, une réponse par oui ou par non. Est-ce que vous manifesterez contre la sélection, oui ou non, si le projet aboutit? Paul Morand, est-ce que vous manifesterez? Oui, bien sûr. Louis Voisin? On nous demande de répondre oui ou non, mais la question est trop fermée. Encore une fois, on veut aller dans le sens de la réforme actuelle, mais on sera vigilant de la façon dont la fiche à venir est créée. Je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. Ok. Nous, effectivement, on trouve que la réforme est insuffisante, mais on va quand même pas aller manifester puisque ce n'est pas dans notre tradition politique. Très bien, donc on passe au thème 3 sur l'écriture inclusive. Donc un thème qui fait un petit peu débat, peut-être qu'à un moment donné les syndicats seront consultés sur la question. Donc Alexandre, je vais te présenter ce qu'est l'écriture inclusive pour nous et nos auditeurs, pour partir sur une définition claire. Alors l'écriture inclusive, c'est un système d'écriture qui consiste à vider la langue de ses stéréotypes de genre. Le but étant de tendre vers une égalité de représentation entre les hommes et les femmes. Donc pour écrire en écriture inclusive, il faut le suffixe masculin, un point, le suffixe féminin, un point et un S pour si c'est au pluriel. Emmanuel Macron a déclaré que l'égalité homme-femme était la grande cause de son quinquennat. Or, son Premier ministre a réfuté l'utilisation de l'écriture inclusive au sein des textes de loi. Est-ce que vous pouvez réagir sur cela? Est-ce que déjà vous comprenez le débat qui est autour de l'écriture inclusive? Est-ce que vous comprenez ce débat? C'est vrai que c'est une très bonne question. Ah oui, bien sûr, il est compréhensible. Je commence du coup. Oui, commence. Je commence. Si tu n'as pas commencé sur les deux dernières, ça t'attend de commencer. Allez, très bien. Le sujet de l'écriture inclusive, je le trouve assez mal abordé, trop mal instrumentalisé en réalité. Je disais tout à l'heure qu'en tant qu'organisation fédérale, la FEI 06 puis la FAGE, on soutient la plupart des positions politiques, mais nous avons notre indépendance. Je dois être un des rares défenseurs, je pense. Non, je sais pas quelle est la position de l'Union en réalité. Mais moi, je suis pas vraiment un défenseur de l'écriture inclusive. Alors que la FAGE l'est. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. Le débat a son intérêt, je pense, et c'est justement toute la subtilité pour moi de l'écriture inclusive. Je pense que le fait de mettre le débat sur la table, encore une fois, porte le débat de l'égalité homme-femme au devant de la scène. L'égalité femmes-hommes. C'est vraiment pas un sexisme mal placé. Vous êtes toujours très chirurgical. Je l'entends. Donc l'égalité femmes-hommes, pardon, et encore une fois, c'est aussi des éléments de langage qui évoluent. Très honnêtement, moi je pense que le plus grand bien que puisse faire l'écriture inclusive, c'est de mener le débat sur le devant de la scène tel qu'il est en train de le faire actuellement. Il fait du bien parce qu'il remet en cause nos acquis, pas nos acquis, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire, nos habitudes de représentation et globalement la façon dont on représente la femme et sa place au sein de la société. Maintenant, moi si je ne suis pas un fervent défenseur de l'écriture inclusive, c'est parce que j'ai plutôt une position qui pourrait s'apparenter à celle de l'Académie française. Mais pour être clair, en fait, souvent le débat est considéré comme étant les défenseurs de l'écriture inclusive sont de gauche et ses détracteurs sont de droite. Moi, je pense qu'il faut décliver le débat parce que c'est absolument pas le débat. La position de la femme et la façon dont on la considère, c'est pas un clivage gauche-droite. Il faut arrêter avec ce clivage. Le clivage droite n'existe plus de toute façon. Oui, voilà, il est en pleine évolution et je suis un fervent défenseur de la notion de la disparition du clivage gauche-droite. Merci d'appuyer mon point, cher Loïc. Je ne l'appuierai pas, je suis neutre. Je sais, excusez-moi de vous instrumentaliser. Pour moi, l'écriture inclusive, en réalité,
Pour reprendre simplement l'expression de l'Académie française, hein, c'est un péril mortel pour la langue française, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, tout simplement, le fait d'avoir des points au milieu de mots et que certains mots, du coup, aient des doubles suffixes, tout simplement, ça crée un bégaiement mental. Quand on lit cette chose-là, quand on veut la lire à haute voix, on ne sait pas quoi dire. Alors peut-être qu'on peut me dire que c'est parce que j'ai été éduqué... on a tous été éduqués de la même manière, avec la même écriture, tout ça, et l'écriture inclusive était quelque chose de nouveau dans la société. Maintenant, je pense vraiment que c'est un bégaiement mental. Quand on lit, même quand on lit dans sa tête, on a un blocage sur cette notion-là. On ne peut pas la dire à haute voix, et tout simplement, ça n'a pas de réelle finalité. Enfin, ça ne peut pas prospérer. Je pense que ça ne peut pas prospérer. Et en fait, la langue française est déjà une langue extrêmement compliquée. Il y a eu de grands moments de l'histoire où la langue française aurait pu devenir la langue la plus propagée dans le monde. À un vote près, ça a été l'anglais à l'époque aux États-Unis. Honnêtement, la langue française, c'est déjà super compliqué pour des étrangers. Les mots de l'Académie française, c'est que l'écriture inclusive pourrait être un péril mortel pour la langue française si elle se complexifie d'autant plus. Et l'Académie française est-elle élue par le peuple? Non, mais après... Et qui la compose? Qui la compose Des vieux écrivains. Des vieux écrivains, mais après... Non, pas forcément représentatifs de la société. Je peux comprendre qu'elle soit... bourgeoise aisée. Je peux comprendre qu'elle soit affiliée à une image conservatrice. Et des hommes. Des hommes, il y a des femmes aussi à l'Académie française, il me semble. Mais très je peux comprendre qu'on lui donne une image très conservatrice. Et là, honnêtement, c'est des débats qu'on a pu avoir au sein de la FEI 06. C'est plus à titre, encore une fois, personnel. Alors, je sais que... Alors d'ailleurs, c'est intéressant. Quelle est la position de la FEI 06 ? On a entendu le point personnel, mais quelle est... La FEI 06, honnêtement, c'est avant tout un ensemble d'associations et donc un conseil d'administration qui vote les positions de la FEI 06. On n'a pas encore eu l'occasion de traiter cette notion-là en conseil d'administration, donc je n'ai pas le droit, tout simplement, de positionner la FEI 06 sur cette question-là sans consulter mes administrateurs. C'est vraiment à titre personnel. Donc avant de vous poser la question, Andrea, sur la culture inclusive, la parole est à vous, Paul. Êtes-vous favorable à écrire en écriture inclusive? Eh bien oui, en fait, tout à fait. Mais en fait, il faut aussi répondre dans le sens que l'écriture inclusive, elle se rapporte à un langage où il faut un langage inclusif, si on peut expliquer ça comme ça, qui vise, comme vous l'aviez bien dit, à intégrer le genre féminin dans la langue française. Il y a 3 principes de base en fait dans ce langage. C'est vraiment faire des expressions comme mesdames, messieurs, enseignantes, enseignants, étudiantes, étudiants, ou alors des mots pour remplacer comme les hommes avec un grand H, les êtres humains, des trucs comme ça. Et après il y a le tiret ou le point ou la parenthèse qui sont employés. Mais après il y a aussi d'autres moyens pour faire intégrer un genre neutre, par exemple le mot yel, qui est pour remettre en même temps il et elle, yel, I-E-L en fait. Et aussi le celle, qui est celles et ceux, en fait, en un seul mot. Mais aussi, il y a aussi le principe de proximité, vous savez, pouvoir accorder le nombre avec, par exemple, un homme et 2 femmes. Ça s'accordera sur 2 femmes au lieu de un homme, par exemple. Moi, je pense vraiment que c'est, comme l'a dit en fait Louis, c'est un débat qu'il faut faire. C'est un débat qu'il faut engager, et il ne faut pas que ce débat se renferme sur lui-même, parce que c'est une initiative qui doit être discutée, qui doit être sujet à débat, et pas forcément un débat que dans l'Académie française, mais aussi dans toute la société, et qui doit surtout amorcer en fait un processus de changement de la langue pour moi, qui soit simple dans l'écriture, mais qui effectivement représente l'égalité femmes-hommes. Andrea, votre avis sur l'écriture inclusive? Alors, je vais commencer. Bon, bien sûr, l'UNI se positionne contre l'écriture inclusive, mais après, on considère quand même que c'est un débat très très futile, dans le sens où l'égalité homme-femme est quelque chose de très important. C'est un débat qui existe depuis longtemps, c'est pas nouveau, et on considère, notre position, c'est de dire qu'il y a des points beaucoup plus importants, beaucoup plus primordiaux et prioritaires. C'est-à-dire que l'égalité salariale, ça, c'est important. Aujourd'hui, on a un peu dérivé un peu du sujet là. Non, c'est le même sujet. C'est la place de la femme dans la société.
l'écriture inclusive, ça, effectivement, relance le débat de la femme dans la société. Et c'est très important de relancer ce débat, effectivement. Pour moi, la solution de ce débat pour l'écriture inclusive, c'est non, je suis contre. D'ailleurs, je demandais à Louis pour la FACE, parce que j'ai appris récemment que les statuts de l'université comprenaient l'écriture inclusive désormais. Et c'est pas pour rien que je t'ai demandé quelle était la position de la FACE 06, étant donné que les statuts sont votés en conseil d'administration, et le conseil d'administration est composé en très grande partie, pour le corpus étudiant, de la FACE 06. Donc je voulais quand même rentrer un petit peu en contradiction avec ce que tu disais, mais après tu m'as dit que c'était une vision personnelle et pas forcément, voilà. Mais c'est un peu dommage que ce vote ait eu lieu avant que vous ayez eu votre concertation fédérale. Voilà. Mais globalement, voilà, effectivement, l'égalité homme-femme, la discrimination, le harcèlement sexuel, tout ça, c'est des thématiques qui ont été accouchées de l'écriture inclusive, et ces débats-là sont importants. Voilà. C'est pour vous, c'est un débat secondaire. Pour moi, effectivement, pour l'UNI en général, l'écriture inclusive, c'est non seulement secondaire, mais en plus de ça, effectivement, on considère que c'est dangereux. Voilà, tout simplement. C'est dangereux, c'est-à-dire comme l'a dit Louis, j'ai vu une poésie de Jean de La Fontaine, écrite en retirant toute notion de genre. C'est illisible. C'est illisible. Et à haute voix, m'imaginer réciter une telle poésie écrite comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc effectivement, voilà, la question s'est posée, c'est bien. Je pense maintenant qu'il faut passer à autre chose. Je trouve que la position du gouvernement est claire. Et que maintenant, finalement, effectivement, si on décide que c'est pas à l'Académie française de décider comment on écrit, on va dire que c'est le gouvernement. Alors, voilà. Vous pensez pas que les femmes se sentent discriminées à travers l'écriture? Je connais quelques femmes. Et ces femmes ne m'ont pas rapporté se sentir discriminées par l'écriture. Honnêtement, je pense que toutes les petites filles, en apprenant les règles de français, ont senti cette discrimination lorsqu'on leur a dit qu'un homme et 36 femmes, ils allaient faire quelque chose. Non, moi, pour revenir un peu et être encore une fois un peu à mi-chemin, et c'est pas notre rôle non plus, c'est pas notre vocation d'être à mi-chemin de ces deux syndicats, de ces deux organisations, pardon. Mais globalement, un des intérêts du débat de l'écriture inclusive, c'est de ramener la question de la position de la femme. Après, comme l'a si bien dit Andrea, elle n'a pas vocation à avoir une concrétisation. Enfin, c'est impossible de parler et de lire en écriture inclusive. C'est juste impossible. Ça ne se fait pas. On ne va pas dire les étudiants hantent. Non, c'est pas possible. Par contre, là où peut-être je rejoins plus Paul, c'est que l'évolution de la langue, des fois, elle subit des évolutions qu'on n'aime pas toujours, mais elle le fait. Se rapprocher de quelque chose que l'anglais fait très bien et que nous faisons mal, c'est d'avoir un genre neutre. Et peut-être avoir des mots qui s'adaptent plus au neutre. Mais avoir un mot qui appartient à la notion de neutre, ça se dit, ça se lit, ça se fait naturellement. Mais mettre des points et des virgules, des parenthèses partout, c'est impossible pour garder une langue viable et saine. Un dernier mot avant qu'on passe à la conclusion, Paul. Ouais, totalement. En fait, non mais... Je veux dire, déjà, définir si c'est un débat secondaire ou futile, pour moi, ça n'a aucune légitimité puisque c'est justement un débat qui doit être fait et l'écriture inclusive doit être vraiment pensée, à mon sens. Et même si, bien sûr, les violences sexuelles, le harcèlement, les discriminations au travail sont aussi des problématiques qui doivent être aussi débattues tout autant que l'écriture inclusive, ou en tout cas le langage inclusif. Et concrètement, depuis plusieurs années, sur divers sites internet par exemple, on avait des textes avec de l'écriture inclusive, avec des points. Voilà, avec des points par exemple. Et franchement, ça n'alourdissait pas vraiment le contenu. Ça, bien sûr, si on rajoute après le YEL et le CELE, pour des personnes qui ne sont pas, on va dire, familières avec cette écriture, bien sûr que ça peut d'abord, on va dire, faire un bug dans le cerveau. Mais c'est tout à fait, en fait, dans l'évolution de la société. Je veux dire, avant, les femmes, si on parlait des femmes qu'elles pouvaient voter, quelle réaction avaient les hommes, par exemple? Alors, c'est pas pareil. C'est pas pareil quand même. Non, on peut pas.
Non, ça peut être... non, mais là, juste pour finir sur la question, c'est que on peut pas conceptualiser une écriture et un droit de vote de la même manière. Le droit de vote, une fois qu'il est donné à la femme, il est le même que celui, bon, je crois que dans les débuts pas tout à fait, mais il a la même incidence, mais c'est même pas comparable en fait. Là, moi, ce que j'essaie de dire, en tout cas, c'est que l'écriture inclusive, c'est pas une question de simplement donner un droit ou non à quelqu'un, c'est que ça ne selon moi, encore une fois, ça peut pas avoir de concrétisation réelle, puisque on ne peut pas parler de l'écriture inclusive. Donc pourquoi l'écrire? Autant trouver une autre solution. Oui, mais justement, c'est dans ce fait de faire un débat sur cette écriture. Et là, on revient en fait tous les deux au même point. C'est que ce débat doit être fait sur cette écriture. Oui, il fait avancer les choses, je pense. Voilà. Eh ben, on a pu voir un petit peu vos positions. Donc les élections étudiantes, c'était en février, c'est ça? Le 22. Le 22 février. Donc on fera un second débat, je pense, avec les 3 organisations étudiantes également, pour qu'on puisse parler des projets étudiants, de vos projets pour la vie étudiante pour l'année du coup 2018-2019. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc je vous laisse un petit mot pour conclure, pour présenter si on peut adhérer ou pas, etc. Juste, est-ce qu'il y aura Solidaire étudiante s'il se présente? Eh ben, écoutez, nous étudierons la question longuement et nous réfléchirons. D'accord. Mais ils ne sont évidemment pas exclus de ce débat. Je ne peux pas faire ça. Ils représentent également une partie des étudiants et il faut qu'ils soient représentés. Ok. Donc juste vous donner un petit mot pour présenter, voilà, si des gens veulent adhérer à votre entité étudiante. Alors, très Commence par simplement, merci Loïc. Je t'en prie. Très simplement, à l'Uni, on a un local qui est à la faculté de droit, juste à côté du BDE, donc c'est-à-dire au 3e étage, très près de l'amphi 301 pour ceux qui connaissent. Nous y sommes très régulièrement dans la semaine, ou très irrégulièrement dans la semaine plutôt. Et on aimerait instaurer une permanence, mais c'est pas toujours facile selon la disponibilité de chacun. Donc on vous y attend, venez, n'hésitez pas à nous déposer des mots, on y répondra directement. Et puis surtout, il y a la page Facebook de l'Uni 06, à laquelle, si vous nous envoyez des messages, on sera très réactif et on pourra répondre à toutes vos questions. Louis? Ouais. Je m'attendais pas à ça pour finir. Écoutez, pardon. La FEI 06, le principal, c'est de faire du projet. Donc c'est vrai qu'une grande part du débat, du prochain débat, du coup, nous m'intéresse grandement. Tous dans le projet, quand même. On reste tous dans le projet, mais c'est pas du tout l'idée de me jeter des fleurs. Mais en termes de concrétisation, voilà. On est actuellement au local de la FEI 06, sur les ondes de la Run Radio, qui a été développée par la FEI 06 pour proposer des projets aux étudiants. On a beaucoup de bénévoles cette année, elle est en pleine croissance. On a une épicerie solidaire et sociale pour les étudiants, tenue par des étudiants. On essaie d'organiser de grands événements dans l'année, comme la journée d'accueil des étudiants, pour faciliter leur accueil sur la terre niçoise quand ils viennent d'ailleurs, et tout simplement les aider à se rencontrer les uns les autres, simplifier leurs conditions de vie, mieux connaître leur ville, qu'ils se sentent mieux dans leur peau, qu'il y a un meilleur bien-être, qui favorise leurs études. On fait aussi des projets pour le logement. On a plusieurs logements qu'on propose à des étudiants à des prix sociaux, à 7 € du mètre carré. Voilà, ça c'est pour faire un petit teasing des projets pour le prochain débat. Je veux pas faire du recrutement comme ça. C'est un petit intéressement. Paul, de recrutement? Alors là, Ou de la publicité, ou du teasing, c'est à vous de choisir. voilà, un peu comme Andrea, on est très régulièrement dans notre local qui est quand même à gauche de l'amphi H60 Sur Carlone. Sur Carlone, exactement. Mais par contre, sur Facebook, bien sûr, UNEF, le syndicat étudiant à Nice, vous pourrez nous retrouver. Et petit teasing, puisque on y était dessus. Simplement, nous, on fait principalement beaucoup de défense des étudiants, des filières, des parcours, des formations. Ce que peut-être la FEI 06 fait beaucoup plus de projets sur les animations, etc. Nous, on est plus dans le fait de vouloir améliorer le lieu d'études des étudiants. Voilà. Ça n'empêche pas de le faire pour nous. Ouais. Bon. On est tous dans ces thématiques. Et Beaucoup plus, peut-être un ouais. mot de la fin qui sera profitable à tous, plutôt que d'essayer de faire quelque chose juste pour ma pomme. C'est qu'actuellement, nous ne sommes pas que dans une logique d'opposition et de contradiction avec les autres syndicats. On est actuellement en train de travailler sur un projet commun d'amélioration des lieux de vie pour les étudiants, pour améliorer leurs conditions de vie et d'études communément avec l'université. Eh ben merci en tout cas Alexandre pour ce débat également. Donc moi je fais ma publicité à moi parce que j'y tiens. Oui. Donc on est donc l'association d'anthropopolitique niçoise. Donc vous pouvez nous joindre sur Facebook, vous pouvez mettre notre page Facebook, on est également sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous voulez partager, venir aux prochains événements. On va faire un prochain café débat
dans le coin normalement sur la mi-décembre. Donc vous êtes tous les bienvenus, peu importe votre bord politique. Le principal, c'est de venir exposer vos idées, les affiner, les confronter. Je vous remercie. Merci de nous avoir invités. Merci Loïc, merci Et à Alexandre. bientôt pour le futur débat sur les projets étudiants. Bah, avec plaisir. Ok. Avec plaisir. You can do what we want to do. J'aime beaucoup les femmes, j'aime manger beaucoup de femmes. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Une double ration de fric, c'est la République. Vous n'avez pas, M. Mitterrand,